Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Pierre Lemonde, je suis président directeur général du Corim. Je vous souhaite la bienvenue à notre premier rendez-vous en ligne. Madame la ministre, chère Nadine, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, merci beaucoup Pierre. Oui, je vais très bien. Alors, j'aimerais tout d'abord... Merci. Allez-y. Oui, merci beaucoup, si vous me permettez, d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce midi dans ces circonstances pour le moins exceptionnelles. C'est le premier événement en ligne de l'histoire du Corim et nous sommes vraiment ravis que vous soyez notre premier invité. Nous allons passer ensemble les prochaines minutes à discuter d'enjeux pour le Québec en ce moment en matière de relations internationales. Mais avant d'entamer cette conversation, je vous laisse la parole parce que je pense que vous souhaitez nous dire un mot. Tout à fait. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, j'aimerais vous remercier, Monsieur le Président directeur général du Corim, Monsieur Pierre Lemonde, et toute son équipe pour l'invitation à m'adresser à vous en ces temps difficiles et assez exceptionnels. Donc, depuis quelques semaines, déjà, notre résilience individuelle et collective, je dirais, est sérieusement mise à l'épreuve. On vit une crise, évidemment, sans précédent. Nos vies ont été complètement bouleversées. Et c'est certain que les mesures d'urgence qui ont été décrétées par notre gouvernement sont contraignantes, mais elles sont absolument nécessaires. Alors, les Québécois et les Québécoises semblent bien comprendre et bravo parce qu'on fait preuve et vous faites preuve d'une discipline exemplaire, inégalée, je vous dirais, à l'échelle de l'Amérique du Nord. Donc, à cet égard, le premier ministre a répété de nombreuses fois combien il est fier de la réaction de la grande majorité de la population qui respecte les consignes, qui accepte de faire passer vraiment le bien-être collectif avant ses propres besoins personnels. Donc, vous savez qu'historiquement, Québécois et Québécoises, on est habitués à se serrer les coudes. Je pense que c'est ce qui explique en fait qu'en cette période de crise, ils sont remarquablement solidaires et affichent un réel souci de protéger des plus vulnérables de la société. Jusqu'au 4 mai, en fait, le premier ministre a dû, à regret, mettre le Québec sur pause et on ne maintient évidemment que les services essentiels. Mais on peut se réconforter en se disant que ces lourds sacrifices vont nous permettre probablement d'éviter le pire et surtout de minimiser le nombre de décès. Donc, dans quelques semaines, la situation québécoise pourrait se rapprocher de celle des pays comme le Portugal, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, dont le bilan sur le plan de la mortalité risque d'être beaucoup moins lourd. Et ce n'est surtout pas le moment de lâcher, donc je vous encourage à continuer. Même si on commence à trouver la situation très difficile, il faut continuer à respecter scrupuleusement les directives. C'est sûr qu'au niveau de l'impact économique, la crise a bien sûr d'importantes conséquences pour notre gouvernement. On en est très conscient. C'est pourquoi on a mis en place des mesures de soutien pour les personnes, les entreprises. Puis je travaille en collaboration avec les différents ministres, M. Girard, Pierre Fitzgibbon, Jean Boulet, à mettre sur pied un plan de relance dont on va parler tout à l'heure pour assurer une reprise économique de l'activité économique dès que la situation le permettra. J'ai aussi mandaté à mon ministère une équipe dont plusieurs de mes chefs de poste à l'étranger pour faire en fait une recension des meilleures pratiques de sortie de crise dans le monde qui ont marqué l'histoire. Puis que l'on pense par exemple à la crise des années 1930, celle qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale ou encore plus récemment la crise de la situation financière de 2008. Alors, ces expériences-là et les stratégies qui ont été mises en place à l'époque peuvent nous aider dans la préparation de notre plan de relève. Alors, merci beaucoup, puis j'écoute vos questions. Bien, merci pour ce mot, Madame la ministre. Effectivement, je pense que les Québécois largement suivent les consignes de votre gouvernement et on espère tous évidemment qu'on pourra sortir de cette crise éventuellement et de ce confinement. D'ailleurs, pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre agenda qui a évidemment été complètement chamboulé là, par les événements que nous connaissons? Effectivement, je vous dirais que l'agenda a été excessivement chargé. Les premières semaines ont été très, très intenses. Vous savez que nous, en fait, on est dans le virus, le coronavirus 19 depuis le début de l'année, parce que quand ça a commencé en Chine, on a des bureaux importants en Chine. Donc, le virus est apparu à Wuhan, comme vous le savez, et dès le départ, on a tout de suite commencé
du rapatriement volontaire de nos gens qui travaillent là-bas et s'assurer aussi que tous nos gens étaient en sécurité. Dès le mois de janvier, encore une fois, fin janvier, si je me souviens bien, c'est bien le 21 janvier, on a été très impliqués avec le dossier du navire de croisière Diamond Princess qui était au large de Tokyo. Donc là aussi, on a eu beaucoup d'interventions pour s'assurer de ramener ces gens-là à la maison. Et en février, là, on a décidé vraiment de mettre en place une cellule stratégique dirigée par notre sous-ministre, Mme Sylvie Barcelo. Et cette cellule-là était vraiment responsable de mettre en place des actions structurantes pour maintenir les liens avec nos nombreux partenaires internationaux. Donc, puis depuis la mi-mars, évidemment, on est tous aussi en télétravail. Je vous dirais en fait qu'il y a eu plusieurs enjeux dans ce contexte-là. Le premier gros enjeu, ça a été vraiment les voyageurs québécois à l'étranger. Donc, on a vraiment essayé d'aider les voyageurs québécois à rentrer d'urgence chez nous. C'est sûr que quand on est à l'étranger comme ça, on veut revenir à la maison dans une circonstance comme ça. Donc, on a travaillé beaucoup en collaboration et en coordination avec le ministre fédéral, M. François-Philippe Champagne. Vous le savez, on a 33 bureaux à l'étranger dans 18 pays. Donc, on a eu, vous devez vous en douter, des milliers d'appels et on a été capable de diriger vraiment les gens vers les bonnes ressources. Le deuxième enjeu sur lequel on a été très occupés aussi, c'est tout ce qui est l'approvisionnement de matériel médical. Donc là, ça a été vraiment de s'assurer qu'on donnait un bon coup de main au niveau de la logistique dans l'approvisionnement international de produits sanitaires et médicaux. Donc là aussi, on a coordonné beaucoup avec le fédéral, mais on a aussi fait beaucoup de nos propres démarches, justement grâce à ce réseau étranger qu'on a dans les 18 pays. Encore une fois, notre réseau de contact a été vraiment déterminant, particulièrement dans ce dossier crucial-là. Et je vous dirais que le troisième enjeu, c'est vraiment les travailleurs agricoles. Donc là aussi, on a été capable de vraiment mettre des solutions concrètes sur des problèmes. Et grâce aux efforts, entre autres, du MRIF, donc du ministère des Relations internationales et de la francophonie, on a pu accueillir cette semaine, en fait le 11 avril dernier, le premier contingent de travailleurs temporaires étrangers qui sont très utiles et très importants pour l'industrie agricole ici au Québec. Donc, je vois que vous demeurez fort occupé. Évidemment, les priorités ont changé. Vous nous avez fait part des nouvelles priorités, étant donné les enjeux que nous avons en ce moment, notamment le rapatriement. Vous avez fait un bon résumé de ça. Est-ce que vous arrivez, pouvez-vous nous dire un mot sur le rôle un peu plus précis des délégations du Québec à l'étranger dans le contexte de la crise que nous vivons? Est-ce que votre personnel est toujours en place? Est-ce que les délégués du Québec sont toujours en place à l'étranger? Et est-ce que vous arrivez aussi à vaquer à vos tâches qui sont plus habituelles en tant que ministre des Relations internationales du Québec? Oui, tout à fait. En fait, si je commence par le siège, donc les gens au Québec, je dirais que l'ampleur de cette crise-là a touché plus de 210 pays et territoires. Donc, c'est sûr que ça nous a forcés à réagir très rapidement et à faire preuve d'agilité et de souplesse dans tout le processus de travail qu'on faisait. Donc, dès le début de la crise, la priorité, ça a vraiment été d'établir des canaux de communication avec les principaux partenaires internationaux du Québec. Donc, de mon côté, personnellement, j'ai pris le téléphone pour parler à plusieurs de ces intervenants-là et les informer, d'une part, des mesures prises par notre gouvernement, et aussi de les assurer qu'on ne fermerait pas les frontières au commerce et de les conforter, en fait, de les réconforter sur le fait qu'on voulait demeurer des partenaires importants. On a aussi créé à Québec, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une cellule stratégique de crise au sein du ministère. Et la cellule, les principaux mandats étaient vraiment de documenter les meilleures pratiques de confinement. Donc, on est vraiment rentré dans la partie confinement et de faire le suivi sur la fermeture des frontières un peu partout sur la planète. Parce que vous savez qu'il y a plus de 120 pays, dès le départ, dans ces premiers temps-là, qui ont mis des restrictions de déplacement sur leurs personnes. On voulait aussi coordonner notre diplomatie d'influence, qui est devenue de plus en plus importante, particulièrement dans ce contexte de crise-là. Et à ce niveau-là, je vous dirais que le niveau d'engagement et de motivation est demeuré très élevé.
Maintenant, à l'international, c'est évident que dans tous les pays, dans les 33 délégations, dans les 18 pays, il y a un impact qui s'est fait directement à court terme. Il va aussi y avoir un impact à moyen terme et à long terme. Mais les actions se sont poursuivies. Les chefs de poste à l'étranger vraiment ont assuré et assurent encore la continuité des opérations. C'est sûr que là aussi, tout le monde est à la maison, tout le monde est en télétravail. Mais ça a été un rôle essentiel de liaison avec les autorités politiques locales et les représentants diplomatiques des pays étrangers aussi. Mm-hmm. C'est un petit peu, je vous dirais un petit peu comme, je prends toujours l'exemple de la maison. D'ailleurs, je pense que j'avais pris cet exemple-là aussi dans la première rencontre avec le Corim. On a bâti une maison, les fondations sont très solides dans ces 33 bureaux-là, 18 pays. Mm-hmm. On a commencé depuis 1 an et demi à mettre le deuxième étage, qui était vraiment l'étage économique, mais tout ce qui est diplomatie d'influence et étage économique sont vraiment solides maintenant. Donc, on a vraiment une fondation qui est solide, un énorme réseau de contacts. Puis, dans le court terme, je vous dirais qu'on a presque 700 ententes internationales de niveau bilatéral et multilatéral. Et ça fait en sorte que ça nous permet d'avoir vraiment une empreinte importante sur laquelle on a pu se baser pour justement passer à travers cette crise et assurer le contact avec nos différents réseaux à l'extérieur du pays. Donc, dans un contexte où partout sur la planète, les pays ont fermé leurs frontières, vous nous rassurez au fait que le Québec demeure actif avec ses partenaires internationaux. Je me demandais, avez-vous des préoccupations concernant les accords commerciaux signés par le Canada ces dernières années? Je pense notamment à ceux avec les États-Unis et le Mexique, avec l'Union européenne et le partenariat transpacifique, parce qu'on sait que, bon, même si le Mexique, le Canada et les États-Unis ont ratifié le nouvel accord de libre-échange, pour l'instant, il n'est pas appliqué étant donné la crise. Donc, est-ce que vous avez des préoccupations à ce sujet dans un contexte, encore une fois, où les pays ont fermé leurs frontières? Mais je vous dirais que j'ai mentionné tout à l'heure les 700 ententes internationales. Ça fait en sorte que, étant donné qu'on fait de la diplomatie vraiment depuis plus de 50 ans au Québec, ça nous a permis d'établir ces ententes-là de niveau international, ce qui fait en sorte que c'est évident qu'avec la situation actuelle, les pays, leur priorité, ce ne sera pas de signer les ententes. Par contre, celles qui sont là vont demeurer actives. Mm-hmm. Et je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, ça nous donne un marché potentiel actuellement de plus de 1,5 milliard de consommateurs potentiels, justement grâce à ces accords économiques qu'on a signés. Puis quand on regarde les accords économiques, la priorité des pays actuellement, c'est relancer, évidemment, c'est pas sortir de la crise sanitaire, mais c'est aussi relancer leur économie. Donc, les accords économiques, les accords commerciaux, qui sont déjà la plupart très avancés sur le plan des ratifications, ne sont pas prioritaires pour eux. C'est quelque chose qu'ils vont mettre vraiment de l'autre côté, en fait, de la prochaine, ça va être la prochaine priorité après vraiment revenir au niveau de la relance. Mm-hmm. Donc, quand on regarde le ralentissement des ratifications aux États-Unis en Europe, ça va se faire, c'est sûr, mais je ne pense pas que, puis les échos qu'on en a actuellement, c'est que les fondements des accords ne seront pas rejetés. Donc, on continue quand même à avoir ces fondements-là. Mm-hmm. C'est sûr que quand on regarde des États-Unis, on a eu des mesures de protectionnisme, on en a vu quelques expériences récentes. Absolument, oui. Mais il reste que les chaînes des valeurs convergent quand même d'intérêt. Et ça continue, on continue quand même à travailler sur notre diplomatie d'influence très, très active. On parlera plus tard spécifiquement de la Chine, mais quand on parle du PTBGP, on parle beaucoup de l'Asie aussi. Mm-hmm. Et dans l'Asie, dans cet accord-là particulièrement, on a 7 des 11 pays signataires qui l'ont déjà ratifié. Et le Japon, il ne faut pas oublier que le Japon figure au 3e rang des économies. Donc, actuellement, nos exportations totales vers le Japon sont de 1,7 milliard en 2019. Donc, c'est quand même un très gros marché pour nous. Donc, on continue à faire une veille constante des opportunités. Puis les entreprises peuvent profiter des occasions d'affaires, non seulement en Asie, mais en Chine et dans le monde aussi, parce qu'il va y avoir des occasions d'affaires qui vont ressortir dans ces pays-là. Tant mieux, c'est rassurant d'entendre ça. Les exportations sont tellement importantes pour l'économie du Québec. Souhaitons que tous ces accords continuent d'aller de l'avant tel que prévu, mais vous vous faites assez rassurante à ce sujet, eh bien, c'est tant mieux.
Parlons de New York. L'État de New York et la ville de New York particulièrement sont frappés très durement par la COVID-19. C'est aussi par cette frontière que nos échanges commerciaux avec les États-Unis sont les plus importants. Nous partageons d'ailleurs une frontière de plus de 800 kilomètres avec 4 États américains. Bon, dites-moi, les frontières, évidemment, sont de responsabilité fédérale, mais est-ce qu'il y a un rôle pour le Québec tant sur le plan sécuritaire que commercial dans les circonstances exceptionnelles actuelles? Je vous dirais qu'il y a un rôle important pour le Québec. Dès le début de la crise, d'ailleurs, on a donné une grosse priorité à nos partenaires américains. Moi, personnellement, je tenais à les rassurer que notre gouvernement ne ferait absolument rien pour nuire à nos relations commerciales, à maintenir nos échanges commerciaux. D'ailleurs, on peut se réjouir qu'il y a 4 États américains avec lesquels le Québec partage la frontière, c'est-à-dire New York, il y a le Vermont, il y a le New Hampshire, et le Maine. Et ces 4 États-là ont adopté des mesures d'urgence qui sont très, très, très similaires au confinement que nous, on a adopté. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu un combat conjointement fait avec les partenaires américains. Et je vous dirais que ça va rendre notre alliance encore plus forte. Puis s'il y a une chose qui ne changera pas dans tout ça, c'est bien la frontière. Et vous l'avez mentionné, on a une frontière avec 4 États américains, mais on a entre le Canada et les États-Unis la plus grande frontière au monde. Donc, les États-Unis vont demeurer le principal partenaire commercial du Québec. Actuellement, il y a 66,5 milliards de dollars en exportation. 70% des exportations du Québec sont faites avec, ou du commerce du Québec sont faites avec les États-Unis. Et il y a encore beaucoup de potentiel. Et les portes là-dedans sont très grandes au niveau secteur de l'énergie, du transport, de l'innovation, de l'agroalimentaire. Donc, on peut encore faire beaucoup de travail avec les États-Unis. D'ailleurs, la chef de poste des États-Unis, Catherine Loubier, est très, très active à ce niveau-là. Et on a beaucoup de travail qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont ressortir aussi de cette crise-là. Ah ben ça fait du bien d'entendre cet optimisme et le fait que, en fait, c'est les Chinois qui disent effectivement que dans toute crise, il y a des opportunités. Alors, si tant mieux si on peut profiter d'opportunités et tant mieux si le Québec fait sa part dans ce nouveau contexte. La collaboration est bonne, donc, avec les Américains. Je vous dirais que la collaboration est bonne, oui. On a plusieurs niveaux de collaboration. On a plusieurs niveaux d'interaction aussi, mais les niveaux qu'on a sont relativement bons. Je vous dirais que c'est positif. Eh bien, tant mieux. Parlons de la Chine. Le Québec est également très présent en Chine avec plusieurs bureaux et antennes. Quelles sont les nouvelles que vous recevez du terrain là-bas? Avez-vous toujours une équipe réduite sur place? Est-ce que vous travaillez avec l'ambassade du Canada à Pékin? En fait, on travaille beaucoup avec la Chine. Je vous dirais qu'actuellement, bon, la Chine a passé la crise avant nous. Je disais tout à l'heure qu'on a commencé en janvier avec les mesures en Chine. Actuellement, la Chine est en mesure de déconfinement et de reprise graduelle des activités. Donc, depuis le 8 avril, on a vu que la quarantaine a été levée à Yuan après 76 jours de confinement. Donc, ça a été quand même un très long confinement. Mais le combat avec le virus, contre le virus, en fait, est très loin d'être terminé. Actuellement, il y a 70 quartiers de la ville qui demeurent quand même confinés. Donc, la vigilance demeure quand même de mise et de rigueur. Maintenant, si on regarde l'action spécifiquement du ministère des Relations internationales et de la francophonie en Chine, c'est sûr qu'on a toujours des équipes sur place. Ces équipes-là sont encore en télétravail et seront toujours en télétravail. Jean-François Lépine, qui est notre chef de poste en Chine, et les équipes en Chine appuient très, très fortement. Ils ont appuyé durant toute cette crise très fortement le ministère de la Santé, particulièrement pour l'approvisionnement des équipements médicaux d'urgence, donc les fameux masques N95 dont on a beaucoup entendu parler. Et le Québec a fait preuve d'une grande solidarité avec le peuple chinois dès le début de cette crise-là. Et je dirais que les entreprises et les centres de recherche ont partagé beaucoup, à la fois au niveau de l'expertise et au niveau du matériel. C'est sûr que quand on regarde la Chine, les chiffres économiques sont très importants. C'est notre deuxième partenaire mondial au monde, après les États-Unis. Les exportations vers la Chine, c'est 3,3 milliards de dollars canadiens. Donc,
C'est très important pour nous. La plupart des usines en Chine opèrent à nouveau. Donc, nos équipes là-bas sont capables de nous faire vraiment un compte-rendu de ce qui se passe au niveau de la Chine, à quel niveau on commence à réouvrir les usines, dans quel secteur on réouvre spécifiquement. Et ça nous aide aussi à coordonner nos efforts avec la Chine. Je comprends, puis vous faites bien de souligner que la Chine est notre deuxième partenaire commercial et c'est effectivement important de garder le canal des communications ouvert. Voyons voir le confinement là-bas, comment le déconfinement, c'est-à-dire de quelle façon ça se déroule. Peut-être on pourra s'inspirer de certaines pratiques ailleurs et en Europe parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'inquiétudes sur cette façon de procéder pour le déconfinement, de façon à faire ça de façon progressive, si on peut dire. Alors, il y a sûrement des leçons à apprendre de tout ça. Madame la ministre, vous avez annoncé le 29 novembre dernier la vision internationale pour le Québec. Avec ce que nous vivons en ce moment, prévoyez-vous des changements à cette vision? Est-ce qu'on peut s'attendre à la même collaboration? Vous y avez fait un peu allusion, collaboration renforcée avec votre collègue Pierre Fitzgibbon à l'économie. Je vous dirais que le 29 novembre dernier, pour moi, ça a l'air d'il y a 10 ans et non pas d'il y a quelques mois. C'est tellement incroyable tout ce qu'on a vécu depuis cette période-là. Là. Le Fonds monétaire international, cette semaine, en fait, le 9 avril dernier, disait qu'on vivrait la pire crise économique depuis la grande récession de 1929. Absolument. Cette semaine, le FMI a dévoilé des prévisions de recul de l'économie canadienne de 6,2 pour 2020. Et c'est sûr qu'actuellement, on travaille beaucoup sur notre autonomie manufacturière au niveau particulièrement des médicaments, des appareils médicaux, de l'alimentation. Mais il faut quand même voir que les exportations vont demeurer importantes. Actuellement, on a des exportations en biens de 106 milliards en fait vers l'étranger. Et si on rajoute les services à ça, c'est près de 130 milliards vers l'étranger. Donc, c'est énorme. Et on a des importations de 150 milliards. Donc, on est en déficit commercial de 20 milliards par rapport au commerce extérieur. Donc, oui, on peut devenir autonome sur certains secteurs. Oui, le panier bleu est excessivement important et c'est une très belle initiative, mais les exportations vont demeurer importantes. Et la vision internationale du Québec qu'on a livrée le 29 novembre dernier, c'était notre premier tour de roue, en fait. Ce qu'on voulait faire et ce qu'on a dit là-dedans et ce qu'on va continuer à faire, c'est de poursuivre le travail pour accélérer la conquête des marchés étrangers. Donc, pour aider les entreprises à se diversifier et à augmenter leurs exportations. C'est sûr qu'il faut prendre en contexte la situation actuelle et il va y avoir des impacts court terme, moyen terme et long terme. Et quand on regarde des impacts court terme, ce qu'on veut vraiment essayer de faire avec le MRIF, c'est de, premièrement, outiller les entreprises pour qu'elles aient un portrait très, très clair de la situation économique et de l'état des frontières. Et c'est ce qu'on nous demande. Moi, je fais plusieurs tables de concertation et c'est ce que les entreprises nous demandent à l'heure actuelle. La deuxième chose, c'est qu'on veut vraiment donner accès à une veille stratégique pour que les entreprises qui exportent ou qui veulent exporter davantage, elles veulent savoir ce qui se passe à l'étranger et elles ne veulent pas perdre leur marché, leur part de marché à l'étranger. Oui. Donc, on va les aider à avoir ces informations-là. On va les aider à accélérer leurs accès au marché d'exportation et on va les accompagner, en fait, dans la conception et la bonification de leur plan d'internationalisation. J'ai toujours de la difficulté avec ce mot-là. D'internationalisation. Je donne un exemple. David Brulette à Tokyo actuellement travaille avec 6 délégués commerciaux pour appuyer les entrepreneurs. Ouais. Donc, on participe aussi beaucoup à l'opération de déconfinement. Donc, on veut suivre le monde, on identifie les meilleures pratiques, vous en avez parlé tout à l'heure, et le déconfinement progressif, c'en est une meilleure pratique. Mais tout ça, c'est un phénomène qui est récent et évolutif. Donc, nous aussi, on évolue au fur et à mesure, à une rapidité très grande d'ailleurs. Et à moyen long terme, je vous dirais que je participe très activement aux différents comités de relance au niveau des entreprises manufacturières et de l'import-export, entre autres. On est en train de mettre en place un plan d'action costaud. On veut justement les aider à comprendre et à avoir toutes les informations au niveau des fermetures des frontières et les opportunités qu'on peut exploiter. On veut les aider aussi à identifier quelles sont les nouvelles parts de marché qu'ils pourraient avoir
sur la scène mondiale. C'est sûr aussi, ça nous a été mentionné à plusieurs fois qu'il va y avoir quand même certains enjeux de main-d'œuvre, particulièrement en technologie de l'information et en santé. Peut-être pas demain matin, mais à moyen long terme, on va le revoir. Et là aussi, le MRIF, avec le MIFI, le ministère de l'Immigration, va pouvoir poursuivre son travail à ce niveau-là. Mais je vous dirais que dans le virage économique, on est vraiment prêt à soutenir, à aider les entreprises. D'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier de sa collaboration la sous-ministre Sylvie Barcelo, qui a vraiment contribué énormément dans les dernières semaines. Fait qu'on est vraiment prêt maintenant, je vous dirais, à concentrer nos énergies là, sur les opérations de relance puis aider nos gens. Ben, écoutez, c'est très rassurant d'entendre que le MRIF continuera cette collaboration avec le ministère de l'Économie et participera à la relance économique du Québec. En fait, ce que vous nous dites, c'est que la vision internationale que vous avez présentée est plus pertinente que jamais. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez, le temps avance, aborder dans le cadre de cette conversation, de cet entretien? Ben, peut-être un petit court résumé en conclusion, si Oui, vous me le permettez. Allez-y. Bien, je dirais qu'on souhaite vraiment être en mesure de permettre le redémarrage partiel des activités économiques, je vous dirais autour de la mi-mai, qu'on regarde au début mai même, parce qu'on a déjà annoncé de la construction en début mai. Mais il faut vraiment qu'on doit attendre d'avoir vraiment passé le pic de contagion. Et j'ai mentionné plusieurs fois le ministère de la Sécurité publique. C'est vraiment avec lui, ce ministère-là, qu'on va faire le point et qu'on va être capable de vraiment mettre en place toutes les mesures de déconfinement. Puis, si on retient 3 points, là, je dirais que qu'au moyen long terme, on est prêt. On est en phase actuellement de déconfinement progressif. On va aider nos entreprises à s'y préparer. Le deuxième point, c'est à l'international, les équipes sont au travail pour identifier des opportunités qui pourraient vraiment être comblées par nos entreprises d'ici. Et le troisième point, c'est qu'on va vraiment mettre tout en œuvre pour aider les entreprises à garder leur position dans les chaînes d'approvisionnement et dans les chaînes de valeur. Alors, moi, je suis persuadée, on va passer à travers cette crise, on va en ressortir collectivement plus fort, ça, j'en suis convaincue. Puis écoutez, bien, je vous remercie encore de m'avoir invité, puis merci à tous, puis surtout bon courage. Restons solidaires, puis comme dirait mon patron, ça va bien aller. Souhaitons-le, nous tous, effectivement, que ça aille bien. Je dois dire que ça a été un plaisir d'avoir cet entretien avec vous. Merci beaucoup, Madame la ministre, de vous être prêtée à cet exercice en direct. Je suis convaincu que les gens ont apprécié. Et je tiens à souligner d'ailleurs que nous avons en ligne des gens, vous lui avez fait référence, dans plus d'une vingtaine de pays. Et j'en profite également pour saluer les nombreuses personnes du réseau des délégations du Québec à l'étranger qui sont avec nous en ligne. Alors, merci à vous tous d'avoir été là. Merci encore, Madame la ministre. Très apprécié. Merci beaucoup, M. Lemonde. Bonne À la fin de journée à prochaine. tout le monde. Merci. Au revoir.